Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 13 octobre. Certains conseillers demandent la démission de la mairesse de Chandler lors de la dernière séance du conseil municipal qui a eu lieu lundi, le 7 octobre dernier. Activité de réflexion participative du 9 octobre dernier au sujet de l'aménagement des avenues de Grand-Pré et Beauséjour à Bonaventure. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle de la campagne de financement Centraide. Dominique Lemire, animateur au collectif alimentaire à Passepébiac, nous informe sur les différentes activités de cuisine. Il sera question de la situation actuelle au niveau de l'assurance chômage en cette période d'élection fédérale avec Gaëtan Cousineau, le coordonnateur du mouvement Action Chômage PABOC. Et nous avons rencontré David Thibault, coordonnateur en sécurité incendie pour la MRC Bonaventure, à l'occasion de la semaine de la prévention des incendies. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, lors de la dernière réunion du conseil municipal de la ville de Chandler qui a eu lieu lundi le 7 octobre dernier, certains conseillers demandent la démission de la mairesse Louisette Langlois. On va arrêter ça là. Ça finira jamais. C'est un conseil excessivement difficile. Vous proposez qui appuie? Et de Gaëtan. OK, parfait. 4.17, le dernier point. Une motion de blanc. Oui, c'est moi qui vais la lire. Considérant la preuve que Mme Louisette Langlois transmet à des citoyens des informations qui ne sont pas à la disposition du public afin de favoriser ses intérêts personnels. Considérant que ces informations sont notamment utilisées afin de nuire à certains membres du conseil municipal et afin de discréditer ceux-ci. Considérant la preuve que Mme Louisette Langlois a par ailleurs révélé des informations confidentielles en lien avec les dernières plaintes déposées par les employés à la CNESST, et ce, malgré qu'une mise en garde des procureurs de la Ville lui a été faite quant à l'importance de préserver la confidentialité de ces dossiers et quant au préjudice que pourrait en subir la Ville dans le cas où ses engagements n'étaient pas respectés. Considérant le manque flagrant de considération de Mme Louisette Langlois envers les règles déontologiques et de conduite applicables, considérant que malgré l'accompagnement de la Commission municipale du Québec, Mme Louisette Langlois continue son manque répété de respect envers certains membres du conseil municipal, provoquant ainsi la rupture de la relation de confiance entre Mme Louisette Langlois et la majorité des membres du conseil, considérant les frais juridiques exorbitants, près de 150 000 occasionnés par Mme Louisette Langlois dans le passé pour se défendre dans le cadre de 2 plaintes où la Commission municipale du Québec a reconnu des manquements à son égard, lui imposant ainsi 2 suspensions. Considérant que de nouvelles plaintes à l'égard de Mme Louisette Langlois en lien avec les événements ci-haut mentionnés pourraient impliquer de nouveaux frais juridiques pour la Ville, ce que souhaite éviter la majorité du conseil municipal. Pour ce faire, une motion de blâme est octroyée à l'encontre de Mme Louisette Langlois et la majorité du conseil municipal demande officiellement la démission de Mme Louisette Langlois. Donc, vous avez monté ça comme procureur, j'imagine? Non? Moi, je mets ma dissidence. C'est ramasser n'importe quoi. Bien évidemment, vous ramassez n'importe quoi. Mercredi, le 9 octobre dernier, la Ville de Bonaventure, en collaboration avec le CIRAD, a tenu une activité de réflexion participative au sujet de l'aménagement des avenues de Grand-Pré et Beauséjour. Plusieurs citoyens ainsi que 5 conseillers municipaux y ont participé. Au mois de septembre, on a consulté les commerçants sur l'avenue Grand-Pré et Beauséjour. Donc, je vais vous présenter brièvement qu'est-ce qui est ressorti pour le sondage. Donc, d'abord, on leur a demandé s'il y avait des éléments qu'ils appréciaient sur l'avenue, des éléments qu'ils aimeraient qu'ils soient conservés. Donc, ce qui est ressorti, c'était beaucoup au niveau de la limite de vitesse, les trottoirs pour piétons, là où il y en a, puis l'aménagement paysager. Donc, ça, c'était les 3 éléments qui sont ressortis le plus pour ce qui serait à conserver. Sinon, il y a d'autres éléments aussi qui sont ressortis par rapport à ce qu'ils apprécient, mais qui aimeraient qu'il y ait certaines modifications, donc qui pourraient être bonifiés. Donc, à ce moment-là, on parle de l'aménagement paysager, la largeur de la rue, trottoir, mobilier urbain, le nombre de stationnements. Donc, c'est des éléments qui sont déjà présents, mais que pour certaines personnes, ça serait à bonifier. Puis, sinon, il y a des éléments aussi qui étaient manquants.
Donc, des choses que les gens voudraient voir apparaître au niveau de l'avenue Grand Prix et Beauséjour. Donc, il y avait toutes les infrastructures qui sont favorables au transport actif. Donc, on peut penser à la bonification des trottoirs, les pistes cyclables, un accotement, des traverses piétonnes, etc. Sinon, il y avait aussi, par rapport à la revitalisation puis la conservation des bâtiments, donc les commerçants parlaient de l'image de Bonaventure à préserver. Sinon, il y avait aussi la diversification de l'offre commerciale et de l'offre culturelle qui est ressortie auprès des commerçants. Puis le mobilier urbain, donc il y en a déjà, mais certaines personnes veulent en voir apparaître un peu plus. L'exercice qu'on fait là est hyper important, peu importe ce qui ressort, OK? Peu importe ce qui ressort, c'est important de le connaître. Puis nous, on va quand même l'amener au ministère. Et on va leur dire qu'il y a des préoccupations. Il n'y a aucune idée loufoque dans ce qu'on amène là. Il faut le débattre. Ça, je suis d'accord avec la proposition. Dans l'impossibilité, on est sûr qu'il y a des choses qui vont être impossibles. On ne les connaît pas, ils vont nous répondre, ils vont nous confirmer. Nous, on va amener vraiment vos préoccupations. On va faire un rapport de tout ça. Il va y avoir des priorités, c'est sûr, on le voit. Il y a des gens qui voient des choses communes. Ça va demeurer dans nos priorités aussi. Mais on va se buter inévitablement à quelque chose éventuellement. C'est sûr qu'on va avoir des contraintes, c'est certain. On aura à aller choisir lesquelles on va se battre dessus. Pour toujours le mieux. On se dit toujours ce qui va être réaliste et réalisable. C'est fondamentalement ça, là. Donc, on aimerait avoir un sens unique. C'est clair. Ça serait super le fun. On aurait une terrible de belle rue. T'sais, on pourrait l'aménager au maximum. Mais est-ce réaliste et réalisable? On va proposer, on va leur dire, on aimerait ça. Avez-vous des solutions? Peut-être qu'il y en a. On ne les connaît pas. C'est dans ce sens-là qu'on va le travailler. On a la chance de pouvoir travailler en consultation publique au soir parce que le MTQ avait un projet de refaire la rue. Puis on leur a dit, avec ce projet-là, est-ce que vous nous permettez d'aller consulter la population, faire un exercice à tout le moins pour s'assurer d'en faire un bon aménagement et aussi de la rendre sécuritaire. Parce que l'artère principale de Bonaventure, qui est la rue Grand Prix, appartient au ministère du Transport du Québec. Donc, on ne peut pas rien faire tant qu'eux ne donnent pas l'autorisation. Fait que le fait qu'ils avaient à repaver la rue nous ouvre cette fenêtre d'opportunité, je vous dirais. Fait que là, on travaille dans ce sens-là. Ils sont bien contents, ils sont bien d'accord avec nous autres aussi pour rendre cette artère sécuritaire puis d'en faire un bon aménagement. Donc, ce soir, on consulte la population. On a consulté les institutions et aussi les organismes et les commerçants. Ils nous ont donné leur point de vue. On travaille ça ensemble avec les populations ce soir aussi. Donc, on va arriver avec des propositions qu'on aura à revoir et à s'assurer qu'ils sont réalistes et réalisables à l'intérieur de toutes nos limites qu'on a. Puis on va pouvoir faire de quoi de bien au niveau de l'artère principale de Bonaventure. Les travaux, d'après vous, c'est pour au printemps prochain? Bien, écoutez, j'en ferai aucune promesse à ce niveau-là parce qu'on a à faire des propositions d'ici les fêtes au ministère. On travaille tout ça. On va voir l'ampleur aussi des demandes, l'ampleur du projet qui sera déposé. Puis si on est surpris, ça pourrait arriver en 2020. Mais moi, c'est pour dans les 2 prochaines années, on devrait avoir de quoi de différent, le Grand Prix. Puis on espère d'en faire une artère très dynamique, attrayante pour nos commerçants, pour nos citoyens, puis aussi pour l'ensemble de la population. La traditionnelle campagne de financement Centraide est présentement en cours. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous en parle. Bonjour Jacques. Salut André. Là, on est en pleine période de campagne de financement pour Centraide. Oui. Mais c'est quoi le but au juste? Bon, dans le fond, le but, là, chaque fois que ça fait des années et des années que chacun des organismes dont je vais faire mention tantôt, là, on participe activement à l'activité de financement. Puis, il y a plusieurs buts à ça, mais un des buts principaux, c'est toujours de sensibiliser la population au fait qu'il y a des gens qui en arrachent le plus. Il y a des gens qui en arrachent à différents niveaux. Ça peut être au niveau de « je mange pas à ma faim », ça peut être au niveau de « j'ai des problèmes de santé mentale »,« je suis isolé », etc., etc. De toute façon, chaque organisme qui est accrédité à Centraide qui participe à l'activité va d'après la mission de l'organisme. Alors, c'est sensibiliser aussi au fait que si je veux, puis ça, c'est pas un problème pour la MRC Rocher-Percé, ce sont des gens extrêmement fidèles et généreux. Alors, c'est sensibiliser au fait que moi, si je veux, je peux faire la différence. Je peux faire en sorte que des personnes de la MRC Rocher-Percé qui en arrachent un peu plus puissent avoir leur qualité de vie améliorée.
Alors, c'est sensibiliser au fait que, regarde, il y a une campagne de financement, mais si tu veux en faire partie, tu peux et tu peux faire la différence au bout de l'année. Pouvez-vous nous parler un petit peu des organismes participants? Oui. Avant, j'aimerais dire aussi que le rôle de Centraide, c'est d'assumer, c'est d'accoter la mission de l'organisme. Puis chaque organisme en qualité, si on n'avait pas Centraide, comme nous autres, le dépannage alimentaire, on ne pourrait pas faire ça. Ça, tu oublies ça si c'était pas de Centraide. Ça fait que les organismes participants, c'est les mêmes depuis une couple d'années. Il y a 2 produits qui vont être vendus cette année. Comme l'année passée, parce que dans le fond, il y a des gens qui choisissent de vendre de la pizza parce que pour eux autres, ça fonctionne très bien. Nous autres, on a choisi, moi, le Centre d'action bénévole et la Maison de la famille Centre-Alpha, on a choisi de vendre des pots de confiture. Parce que pour nous autres, c'est un produit qui se vend bien et les gens, notre clientèle, ceux qui achètent, là, ils adhèrent très vite à cette formule-là. Eux autres, le pot de confiture, ça fait leur affaire. Pour les 4 autres organismes, SOS J'ai faim, de toute façon, si jamais les gens écoutent l'entrevue, ils disent SOS J'ai faim, il me semble que c'est dans mon bout, j'aimerais, ils peuvent toujours appeler au Centre d'action bénévole, mais tous ces organismes-là sont très bien connus. Mais qui appellent au Centre d'action bénévole, on va les diriger vers l'organisme de leur coin. Alors, SOS J'ai faim, comme je disais, le Cap d'Espoir, le Centre pour personnes handicapées La Joie de vivre de Pabot, le Centre Émilie-Gadelin et Répi Paboc, eux, ont choisi de vendre de la pizza. Pourquoi? Parce que ça leur convient et ça se vend très bien. Ce qui fait que pour les périodes de vente, au moment où on se parle, je dis qu'à la pizza, je pense que les gens peuvent appeler et dire « réserve-moi une pizza » puis ils prennent leur nom parce qu'il va y avoir une vente, une livraison de ces pizzas-là. Alors, c'est bon que les gens appellent et disent « Regarde, moi je m'appelle Jacques Langelier, j'aimerais avoir une pizza, prends mon nom. » Puis, je ne sais pas si c'est payable avant sur livraison, mais de toute façon, ils ont juste à appeler là. Alors, à ce moment-là, on peut dire que la période de vente est peut-être commencée. Nous autres, les pots de confiture, on va les avoir dans la semaine du 20-21 octobre, ce qui fait qu'on invite aussi nos fidèles acheteurs, peut-être à appeler, parce que regarde, je suis intéressé à en acheter un, mais moi là de côté. Puis à ce moment-là, le 10 $ qu'ils nous donnent, on donne le pot de confiture. Mais règle générale, les gens viennent les chercher ici parce que tout le monde, à un moment donné, passe en avant du Centre d'action bénévole. Okay. Un pot de confiture à 10 $, c'est un peu comme l'année passée. Puis la générosité des gens, là, je ne suis pas inquiet. L'année passée, c'était extraordinaire. C'est vraiment, là... en tout cas, je le dis souvent, la MRC Rocher-Percé, on est sollicité beaucoup. Les paniers de Noël s'entraînent, et ci, et ça, et les gens donnent. Les dates de livraison sont déjà fixées? Les dates de livraison, j'irai pas en cours, comme dirait l'autre avec ça, là, mais je pense que ça peut être comme le 15 novembre. Je pense qu'ils ont arrêté une date. Mais de toute façon, les gens qui appellent, qui disent « réserve-moi une pizza », on va leur dire « on te la livre telle date ». Fait qu'ils vont être au courant de ça, il n'y a pas de problème à se poser là-dedans. Le collectif alimentaire à Passepébiac contribue beaucoup à la lutte à la pauvreté. Plusieurs services et activités y sont offerts. Cette semaine, Dominique Lemire, animateur au collectif alimentaire, nous informe sur les différentes activités de cuisine. Ici, au collectif alimentaire, il y a plusieurs ateliers puis il y a plusieurs cuisines. Pouvez-vous nous énumérer quelques-uns? Oui, à la base, il y a les cuisines solidaires, il y a les cuisines collectives, il y a les cuisines d'épanage et il y a aussi les ateliers culinaires. Je peux vous résumer rapidement chacun des 4 activités. Les cuisines collectives, c'est des groupes de personnes qui se mettent ensemble puis qui gèrent un peu collectivement leur cuisine. C'est une fois par mois, ils se mettent ensemble, mettent leur argent ensemble, achètent leurs ingrédients, puis après ça, cuisinent ensemble, ils se partagent les plats. Les cuisines solidaires, c'est un peu dans le principe que n'importe qui vient, c'est une fois par semaine, c'est les vendredis. Ça dure principalement de 9 h le matin jusqu'à milieu d'après-midi. Puis nous autres, on fournit aussi des bases de nourriture, donc un peu de viande, puis aussi la fond de nourriture qu'on a à côté tous les ingrédients de base. Tout le monde ensemble décide qu'est-ce qu'ils cuisinent. C'est sûr, ça dépend aussi de la nourriture qu'on a récupérée en partie. Puis en même temps, ça permet de faire la bouffe tout le monde ensemble, on dîne ensemble. Par la suite, on divise toutes les portions entre toutes les personnes. Des fois, s'il y a des personnes qui sont moins intéressées ou il y a trop de nourriture, ils en donnent aussi pour les dépannages alimentaires. Les cuisines d'épanage de leur côté, ça sert pour les personnes qui sont un petit peu plus gênées des fois ou qui préfèrent pas cuisiner en gros groupe. Donc, c'est un après-midi. D'habitude, c'est les jeudis après-midi que là, avec la personne, l'animateur, on cuisine avec la personne d'habitude 1-2 recettes. Fait que ça dure à peu près une petite 3 heures. Puis par la suite, les ateliers culinaires, c'est des ateliers où on a un thème précis avec un animateur, qu'on donne l'information par rapport à un thème précis. Donc, on a un atelier qui va être sur les conserveries qui va venir en octobre. Ça va être principalement sur comment faire des conserveries. Donc, un petit côté théorique. Puis par la suite, aussi, il y a un petit côté pratique aussi où est-ce qu'on cuisine des aliments. Puis le monde, par la suite, peuvent les ramener chez eux. Okay. Mais y a-t-il des exigences, des critères pour bénéficier, pour
participer aux ateliers? Non, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Généralement, ce qu'on demande aux personnes d'appeler de notre côté pour s'inscrire, numéro de téléphone 418-752-5010-5010. Donc, la manière que ça marche d'habitude, c'est des inscriptions d'abord. Les cuisines solidaires, c'est un maximum de 8 personnes. Donc, les cuisines de mariage de leur côté, c'est d'habitude un couple ou une personne seule, ou des fois un ami, de la parenté ensemble, qui viennent cuisiner ensemble. Côté des ateliers, c'est la même chose. On demande que les gens s'inscrivent. C'est variable selon l'atelier. Donc, des fois, les ateliers, ça peut être un maximum une dizaine de personnes. Des fois, ça peut être 5 personnes, tout dépendant qu'est-ce qu'on planche sur travaux pratiques puis l'espace qu'on a besoin pour travailler. Puis les cuisines collectives, c'est un groupe d'habitude entre 4 et 6 personnes. On a fait la petite réunion qui est déjà commencée. Mais si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. Il y a toujours une session d'automne, il y a une session d'hiver. Donc, c'est des groupes entre 4 et 6 personnes pour les cuisines collectives. OK. Puis le monde peut se rendre directement ici aussi. Vous êtes situé à quelle adresse aujourd'hui? On est situé au 8A, boulevard Gérardé-Lévesque-Est. C'est en arrière du Chevalier de Colomb, juste en face de l'Hôtel de Ville, du Centre culturel. C'est pas trop loin de l'église. Donc, juste en arrière, il y a un petit jardin à côté. On est juste à côté du cimetière aussi. Si vous ne trouvez pas, bien, vous appelez 752-5010, puis on vous donne les mêmes informations, mais avec un peu plus de détails. C'est ça. Puis tous les ateliers et les cuisines se font directement ici? Principalement, les ateliers et les cuisines sont faits ici. Des fois, ça peut arriver qu'on a des ateliers avec des partenariats avec d'autres organismes ailleurs sur le territoire, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais principalement, les ateliers et les cuisines sont faits à Passepébiac dans nos locaux. Puis ça, c'est variable selon les discussions qu'on a avec nos partenaires. On essaie d'être présent sur notre territoire qui couvre de Saint-Siméon jusqu'à Port-Daniel. Mais c'est sûr que c'est un peu plus centralisé ici vu qu'on a toutes nos installations. Gaëtan Cousineau, coordonnateur pour le mouvement Action Chômage PABOC, nous parle de la situation actuelle au niveau de l'assurance-emploi en cette période d'élection fédérale. En réalité, en ce qui concerne mon métier, en ce qui concerne ce qui me préoccupe depuis 30 ans là, dans le secteur, on n'entend pas beaucoup parler d'assurance chômage. Y a-t-il une raison pourquoi on n'entend pas parler d'assurance chômage? Peut-être qu'à la dernière élection, ils avaient fait tellement de promesses qu'ils aboliraient la réforme de M. Harper. Et ce qu'ils n'ont pas fait entièrement, ils ont fait quelques petits changements cosmétiques, mais ils ne se sont jamais attaqués au cœur du problème, c'est-à-dire le trou noir, c'est-à-dire le tribunal de la sécurité sociale et les déductions quand vous travaillez, quand vous êtes sur prestation d'assurance-emploi. Alors, j'ai souvent fait la suggestion, de dire quand les gens sont sur l'assurance chômage, puis qu'ils veulent aller travailler une journée ou deux, au lieu de leur couper, vous devriez les bonifier et leur permettre là, de faire un peu plus d'argent. Par exemple, enlever les impôts sur l'argent qu'ils gagnent lorsqu'ils sont sur prestation d'assurance chômage, ou leur donner un taux de prestation un petit peu plus élevé sur ces montants-là. Mais il semble que c'est pas recevable de la part du fédéral, parce que c'est sûr, le fédéral a besoin de tous nos impôts pour payer la dette. Et notre député ministre, bien, on n'entend pas beaucoup parler d'assurance chômage. Je dirais même que j'ai scruté beaucoup d'entrevues qui ont été faites et de réflexions qui ont été faites par des gens qui l'ont vu. Et il ne semble pas que le mot assurance chômage est très populaire auprès du gouvernement fédéral. Pour l'instant, en tout cas. Puis, ce sera quoi les solutions à court terme? Bien, la solution, c'était qu'on puisse intervenir dans des assemblées publiques et faire compromettre les députés libéraux qui vont en assemblée publique, les faire compromettre sur ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont finir de faire s'ils sont élus en assurance-emploi. Mais Mme Leboutier refuse toutes les réunions publiques, donc on ne peut pas l'interpeller là, comme on voudrait. On peut faire des communiqués de presse, mais je ne sais même pas s'ils sont lus quand on parle d'assurance chômage. J'ai parlé à plusieurs personnes là, qui défendent les chômeurs à travers le Québec. On est un rassemblement là, de 15 groupes. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps et tous les groupes disent qu'on a beaucoup moins de dossiers qu'autrefois. Puis là, le monde se demandait la raison pourquoi, mais j'ai dit c'est facile à comprendre. À venir jusqu'à dans les années 2010 à peu près, là, il y avait entre 50 et 70 % des gens qui tombaient sans travail pouvaient recevoir l'assurance-emploi. Et depuis 2008-2010, ils ont tellement resserré la loi d'assurance chômage qu'il n'y a plus maintenant que 40 % de gens qui sont sur le chômage. Donc, c'est 40 %
personnes, éventuellement, qui pourraient avoir une décision qui ne fait pas leur affaire de l'assurance-emploi au lieu de 70% de ces gens-là. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup moins de dossiers à traiter. Et aussi, l'autre raison, ça peut être qu'on a été tellement efficace à faire de la mobilisation, de l'information. Mes appels téléphoniques ont doublé depuis 7, 8, 10 ans. J'ai toujours 1200 appels par année, 1200 appels par année. C'est parce que les gens s'informent très souvent avant de poser un geste pour quelles seraient les conséquences s'ils posent ce geste-là. Alors, c'est déjà un grand avancé. Autrefois, les gens posaient le geste et ensuite, ils venaient nous voir avec la lettre d'exclusion, disons, ou de départ volontaire. Là, maintenant, ils s'informent avant pour connaître les conséquences de leur geste. Et là, on peut leur expliquer c'est quoi les conséquences. Et là, c'est plus facile ensuite de prendre la décision pour eux. Fait que c'est un peu ça qu'on vit maintenant avec les chômeurs. Cette année, c'est du 6 au 12 octobre que se déroule la semaine de la prévention des incendies. Nous avons rencontré pour vous David Thibault, le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Bonaventure, pour l'occasion. Le but de cette campagne de sensibilisation-là, c'est encore là de responsabiliser les gens par rapport à leurs actions chez soi par rapport à l'incendie. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques d'incendie qu'on ne contrôle nécessairement pas, mais la plupart, on est en mesure de les prévenir puis d'au moins sensibiliser les autres gens dans notre résidence de ces risques-là. Donc, entre autres, on peut penser à l'emplacement des extincteurs chez soi, l'emplacement des avertisseurs de fumée, les plans d'évacuation avec nos enfants, les points de rencontre à l'extérieur avec nos enfants pour pas qu'on les cherche si jamais ils sortent en pleine nuit. Aussi le ramenage des cheminées, comment gérer nos cendres chauds après qu'on nettoie notre poêle à bois ou notre installation de chauffage, que ce soit au granule ou autre. Puis aussi, les risques électriques, aujourd'hui, on est très technologique, comme qu'on peut dire. Donc, on a des power bars, puis des iPads, puis des iPhones, puis des IC partout. Là. Donc, il y a beaucoup de prises de courant, des fois, qui sont surchargées d'appareils électriques. Donc, c'est très, très important de prendre soin de ça d'une manière à ne pas surcharger les circuits, puis d'avoir des power bars qui ont ou des multiprises là, qui ont trop de raccordements dessus, justement pour éviter des incendies avec ça. On en a eu un, en fait, il y a une couple de semaines de ça à Bonaventure, qu'une des causes d'incendie, c'était ça, c'était un problème électrique avec une power bar, justement, qui avait trop de choses de brancher là-dessus. C'est pas infaillible, là, les multiprises. Dans cette semaine de prévention, quels seraient les principaux conseils que vous pourrez donner? Donc, évidemment, la première chose qu'on veut faire, c'est vérifier nos avertisseurs de fumée, leur emplacement. Ce que j'entends le plus souvent, c'est qu'ils sonnent trop souvent pour rien. C'est des fausses alarmes, je brûle une toast puis ça sonne. Donc, déjà là, ce qu'on peut venir faire, c'est changer son emplacement. Soit l'apporter contre un mur à 12 pouces du plafond, ça vient de désensibiliser un petit peu. Donc, ça va éviter des fausses alarmes pour rien. Puis souvent, les gens vont enlever la batterie pour dire « Ah, ben là, il sonne pour rien, je vais enlever la pile puis je vais la remettre tantôt. » Souvent, les gens vont oublier. Mais quand on se couche la nuit, s'il n'y a pas de batterie dedans, on n'est pas protégé. Aussi, il y a des types d'avertisseurs de fumée qui existent. Donc, à ionisation, c'est le standard qu'on peut trouver le plus souvent. Puis sinon, photoélectrique, c'est l'autre qu'on va trouver sur le marché, qui est beaucoup moins sensible. Ça prend vraiment des grosses particules de fumée pour le faire déclencher. Puis c'est ce modèle-là, photoélectrique, qu'on va prôner pour des gens qui chauffent au bois ou qui veulent absolument mettre ça dans la cuisine ou à proximité de la cuisine pour éviter des fausses alarmes. Aussi, ramener la cheminée si on chauffe avec un combustible qui est solide, tant granule qu'à bois. Puis au niveau des cendres, donc des fois on voit des gens qui vont avoir des beaux bacs à cendres en métal, en galvanize, puis c'est excellent avec un beau couvercle puis tout, mais ils vont mettre ça dehors sur le perron en bois. Donc, les cendres sont encore chaudes jusqu'à 72 heures de temps. Si vous mettez ça sur le perron à l'extérieur ou près du revêtement extérieur, si c'est en vinyle ou peu importe, ça se peut que ça chauffe puis que ça prenne en feu. Donc, idéalement, l'éloigner de la maison, puis soit de le mettre dans un banc de neige pour la soirée au moins, pour pas causer un feu avec la chaleur résiduelle des cendres. Puis aussi,
les plans d'évacuation. Donc, c'est pas nécessairement un plan papier qu'on va retrouver sur une porte ou sur le bord de la maison. C'est vraiment juste de discuter avec nos enfants ou des fois même les aînés qui peuvent vivre chez nous, de dire si jamais l'alarme sonne en pleine nuit, c'est quoi qu'on fait, c'est où qu'on va, c'est quoi la démarche à suivre. Donc avec des enfants, c'est de leur expliquer qu'un avertisseur de fumée, ça veut dire qu'il y a de la fumée dans la maison. Donc de rester bas, au sol, ramper à quatre pattes, puis sortir à l'extérieur. Au niveau des avertisseurs de fumée, si on a des enfants, c'est d'en placer une dans les chambres à coucher. Parce que souvent, les enfants on va fermer les portes des chambres à coucher des enfants. Donc, ils dorment avec les portes fermées. Puis d'en garder un dans le passage à chaque étage. Donc, un dans le sous-sol, un au rez-de-chaussée, puis un au deuxième étage dans les aires communes. Donc, souvent, dans les passages, c'est super, super important. Vérifier les piles. Ce que je dis au monde aussi, c'est de changer des piles pour des piles au lithium qui sont bons 10 ans. Donc, les manufacturiers d'avertisseurs de fumée aujourd'hui en vendent des modèles un petit peu plus chers, que la pile au lithium est scellée à l'intérieur, fait qu'on ne peut pas enlever la pile. Mais si on a déjà des avertisseurs de fumée existants chez soi, c'est de retirer l'ancienne pile alcalin qui est bon 6 mois, puis d'en mettre une au lithium qui est bon jusqu'à 10 ans, qui est la durée de vie d'un avertisseur de fumée. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui sait non plus. L'avertisseur de fumée, au bout de 10 ans, on la jette. Donc, normalement, il va y avoir un petit sticker à côté, que ça va indiquer la date du manufacturier pour dire ça a été construit en quelle année, puis on rajoute 10 ans, puis on la jette, ou carrément qu'il y en a sur le côté que c'est bien inscrit, remplacé en 2030, exemple. Fait que ça serait pas mal ça mes conseils pour la semaine de la prévention des incendies. Puis en terminant, dans la MRC ici, c'est combien d'incendies de domicile environ? Donc, au niveau de la MRC Bonaventure, on a environ une dizaine d'incendies fondés par année. Dans les dernières années, je vous dirais que les risques électriques, c'est ceux qui sortent le plus souvent. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 13 octobre. N'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Cette semaine, il sera sujet, entre autres, à l'émission La Vague culturelle, d'une exposition de photos à Caplan, ainsi que de la programmation du Centre culturel de Passepébiac. À noter aussi qu'il y aura une messe de diffusée samedi prochain, le 19 octobre, à 11h. Votre émission Hebdo 4, tant qu'à elle, est diffusée à tous les jours, à midi et à 18h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.